Dumas, Balzac, Hugo, Woolf, Shakespeare et les sœurs Brontë m'ont toutes et tous invité à leur rendre visite, chez eux, dans leur maison. C'est à mon tour de vous inviter à vous joindre à moi dans ce grand tour des maisons d'écrivains et d'écrivaines qui ont marqué ma vie de lecteur. Direction donc la France, près de Paris, là où Alexandre Dumas s'est construit un rêve de pierre, avec le château de Monte Cristo. C'est ainsi qu'il présenta ce projet à son architecte, Hippolyte Durand, qui pensait venir pour une simple maison secondaire. Ah, Hippolyte Durand, je vous attendais. Vous voyez ici ce pré, vous allez ici même me faire un château, version classique. Un château, un beau château. Voilà. En face, vous allez me faire un pavillon gothique entouré d'eau. Vous ajouterez un pont-levis à flèche. Voilà. Et vous voyez cette source, vous m'en ferez des cascades. C'est ainsi que, d'un côté, vint au jour le château d'If, le cabinet de travail d'Alexandre Dumas, orné des titres de ses œuvres, dans lequel il aimait s'enfermer pendant des heures pour travailler dans l'isolement dont il avait besoin. De l'autre côté, le château de Monte Cristo, une véritable œuvre tout droit tirée de l'imagination littéraire de Dumas. Chez lui, tout déborde, comme si écrire ne suffisait pas, comme s'il avait fallu construire autour de lui un décor à la hauteur de son imagination. En visitant le château, j'ai redécouvert Alexandre Dumas. J'ai autrement voyagé dans son imaginaire, en passant par son amour de la nourriture, son amour du voyage via notamment ce qu'il a appelé son salon mauresque, mais aussi, encore et toujours, en repassant par sa littérature, traduite, adaptée, interprétée, réinterprétée, en un mot, vivante. J'ai dit au revoir à Dumas en me faisant une première réflexion sur ce que pouvait être une maison d'écrivain. Non pas seulement un lieu où l'on vit, mais un lieu où l'on peut aussi habiter sa propre fiction. Je me dépêche, car notre prochain hôte, qui n'est autre qu'Honoré de Balzac, risquerait de s'impatienter. Chez lui, la visite est tout autre. Après l'opulence de Dumas, à laquelle je commençais presque à m'habituer, j'ai trouvé chez Balzac un lieu plus sobre, un calme, dont j'avais peut-être besoin. Ici, Honoré de Balzac a vécu pendant 7 ans, de 1840 à 1847. De toutes les pièces, peu nombreuses, que j'ai pu visiter, une retient particulièrement mon attention, son cabinet de travail. Il l'appelait parfois sa prison ou sa cellule. Je comprends pourquoi. Hier, j'ai travaillé 19 heures et aujourd'hui, il en faut travailler 20 ou 22. C'est la copie qui me mène. Il en faut 16 ou 20 feuillets par jour et je les fais et les corrige. Je n'ai pas quitté ma table. Cette table, la voici. C'est sur celle-ci et dans ce fauteuil que fut conçue une grande part de la comédie humaine. Je repense à mes lectures de Balzac, à celle de sa biographie écrite par Stefan Zweig, et ressens un sentiment particulier. Me trouver là, dans cette pièce au parquet craquant, là où une partie d'un monde entier, celui de la comédie humaine, a vu le jour. Particulier, oui, c'est le mot. En quittant cette pièce et cette demeure, une impression persiste, comme un paradoxe qui deviendra un véritable leitmotiv de tout ce grand tour de maison d'écrivains. Dans celle-ci, on ne fait que sentir la tension entre la présence et l'absence des écrivains. Je gardais en effet l'espoir de voir Balzac passer le seuil de sa porte. Mais le temps et la disparition sont passés par là. Direction maintenant Place des Vosges à Paris, où Monsieur Victor Hugo m'attendait. Cette fois, dès mon entrée dans la maison, la question de la présence se pose différemment. Je me sens observé, comme si le regard de Victor Hugo était constamment posé sur moi. Hugo a habité au 2e étage de cette maison, de 1832 à 1848. Cependant, si l'on visite bien l'appartement dans lequel il a vécu, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était lorsque Victor Hugo y vivait. Ce musée est en fait un magnifique prétexte pour parler de sa vie. Et qui de mieux pour le faire que celles et ceux qui font vivre au quotidien cette maison. Peut-être que ce qui est le plus marquant chez Victor Hugo, c'est justement le fait qu'il touche à tout. Et je dirais, moi, la première chose, c'est l'œuvre protéiforme, c'est-à-dire que c'est à la fois l'écrivain, l'homme politique et le dessinateur. L'homme politique, pour moi, c'est l'humanisme de Victor Hugo et le caractère universel de sa pensée. L'écrivain, c'est le poète.
Et puis le dessinateur, c'est l'avant-gardiste, c'est les dessins déjà surréalistes de Victor Hugo qui le projettent bien au-delà du 19e siècle, qui lui donne aussi le caractère non seulement universel, mais je dirais intemporel. Donc le type même du génie en fait. Et ce génie, on le retrouve sans aucun doute dans cette maison aménagée pour nous faire traverser les grandes étapes de la vie de Victor Hugo. Au cœur de ce parcours reconstitué, une pièce retient particulièrement mon attention, le salon chinois. Un espace reconstruit pour mettre au jour une facette de ce génie littéraire que je ne connaissais pas. Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est que l'on découvre le côté, la décoration et l'amour de la décoration et son aspect décorateur. Et là, on est dans une pièce, salon chinois, où c'est tout, il a entièrement imaginé. C'est un aspect qu'on connaît mal de lui. Et en fait, c'est un grand créatif qui a passé son temps à chiner, à essayer d'assembler les éléments, de faire des petits, de faire de la décoration nouvelle, d'imaginer un nouvel espace. Et Guernesey, par exemple, à Hauteville, et là, on est un exemple flagrant. Ainsi, je comprends un peu plus ce qu'une maison d'écrivain peut être. Un espace où écrire, dessiner, décorer revient finalement à la même chose, donner forme à une vision du monde. Malgré cette présence écrasante, malgré ces regards, ces objets, ces traces, en m'approchant de la sortie, je sens qu'il manque encore quelque chose. Ou plutôt, quelqu'un. Hugo est partout. Et en même temps, il n'est pas là. Peut-être que c'est ailleurs que je dois aller le chercher. Peut-être que c'est en allant chez lui, à Guernesey, lieu d'exil entre la France et l'Angleterre, que je comblerai enfin cette absence. Ou pas. Jusqu'ici, tout se passait presque trop bien. En me dirigeant vers Saint-Malo pour prendre le ferry vers Guernesey, la nouvelle tombe. Mon ferry est annulé. Il ne partira que le lendemain. Mais finalement, ce contretemps n'en est pas vraiment un. Car la littérature est partout. Et les maisons d'écrivains aussi. Ce ferry annulé m'a en effet donné la chance de passer plus de temps que prévu à Saint-Malo, ville natale de François-René de Chateaubriand. Et presque naturellement, une transition s'impose. Je repense à mon prochain hôte, Victor Hugo, qui écrivait, adolescent, « Je veux être Chateaubriand ou rien. » Rien que ça. J'ai donc pris le temps de passer devant la maison où Chateaubriand est né. Et le lendemain, je voulais me rendre à sa dernière demeure. Mais la météo en a encore décidé autrement. Difficile d'accéder au Grand B, là où repose seul, face à la mer, l'écrivain français. Alors, à distance, je fais autre chose. Je relis le début des Mémoires d'Outre-Tombe, face à ce tombeau. Lire sans jamais atteindre complètement l'auteur. Peut-être que c'est simplement cela, lire. Avant de partir vers Guernesey, je pense aux mots qui accompagnent cette dernière demeure. Un grand écrivain français a voulu reposer ici, pour n'y entendre que la mer et le vent. Passant, respecte sa dernière volonté. Au revoir, Chateaubriand. Enfin sur le ferry qui doit m'amener à Guernesey. Direction Hauteville House, la maison d'exil de Victor Hugo pendant près de 14 ans. Ici, Hugo a notamment écrit Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, mais peut-être surtout pour moi, La Légende des siècles, que je me revois dévorer en première année de bachelier, là où tout a commencé. Ce que j'avais entrevu à Paris se déploie ici pleinement. Là, tout est plus dense, plus habité, plus radical aussi. Le Hugo décorateur, assembleur, créateur, prenait à nouveau vie devant mes yeux. Et je n'étais pas le seul à vouloir en parler. En fait, ce que je trouve le plus éclatant dans l'œuvre de Victor, c'est toujours comment il prend des différents fragments de différentes œuvres et ensuite il les met ensemble comme une sorte d'alchimie. Je pars toujours de cet esprit de Victor de chiffonnier qui aime bien prendre des déchets, des ordures presque, les met ensemble pour trouver une sorte de belle harmonie. C'est surtout ça, c'est ce mélange de chaque culture, de chaque œuvre qui crée toujours une nouvelle manière de penser. Ce qu'il décrit, je le vois. Dans les murs, les objets, l'ambiance aussi. En jouant du contraste et en passant de l'obscurité à la lumière, Victor Hugo retrace sa vie, dans sa propre maison. Là encore,
c'est le cabinet de travail de l'auteur qui m'intrigue. Dans le Lookout, cette pièce vitrée sur le toit avec vue sur la mer, là où Hugo, l'exilé, écrivait debout, à cette table. Je retrouve l'amour et la recherche de liberté qui m'ont toujours attiré chez l'auteur. En quittant la maison, je continue ma traque de Victor Hugo en marchant littéralement sur ses pas et en profitant des paysages qui l'ont un jour, sans aucun doute, inspiré. Je le trouve enfin, assis sur un banc et, plus loin, contemplant la mer. Je me joins à lui et me fais une dernière réflexion avant de quitter Guernesey. Ce grand tour des maisons d'écrivains aura aussi été une porte d'entrée à des paysages, des atmosphères et des espaces que je n'aurais autrement peut-être jamais visités. Je reviendrai, Guernesey. Après Paris, Saint-Malo et Guernesey, il est temps de se diriger vers l'Angleterre, là où la grande Virginia Woolf m'attend. Après le bateau, un train, puis un autre et encore un autre, j'arrive enfin à Lewes, non loin de la maison de campagne de Virginia et Leonard Woolf. Ils m'attendront encore un peu. Avant de leur rendre visite, je voulais m'imprégner de ce sud de l'Angleterre que je découvrais enfin. Le lendemain, c'est le moment de faire ce stop à Monk's House. Pas de doute, c'est de toutes les maisons que j'ai pu visiter, celle qui me semblait la plus habitée. Je m'imagine y vivre, ouvrir mon courrier là où le faisait Leonard, m'asseoir dans un fauteuil et discuter avec Virginia Woolf. Je m'imagine passer à côté de ses œuvres d'art, cadeaux de Vanessa Bell à sa sœur, sans forcément les admirer. Par habitude, on tend malheureusement à négliger les objets. Je m'imagine déguster dans la salle à manger un plat que j'aurais concocté, attendre l'autorisation d'entrer dans la chambre de Virginia Woolf qui, et elle avait bien raison, tenait à son intimité. Je m'imagine choisir un livre de mon prochain hôte, Shakespeare, dans la magnifique collection de Virginia qu'on a su conserver, et le lire, à son chevet, dans la liberté qu'offre une chambre à soi. En passant dans son jardin, je tombe sur un autre lieu à elle. Un nouveau cabinet de travail qui, une fois de plus, me fait longuement m'arrêter. Je compare ce bureau au mien qui, il n'y a pas si longtemps que cela, lors de la rédaction de mon mémoire, lui ressemblait pas mal. Mrs. Dalloway, to the lighthouse, the waves. Rien que ça, ont partiellement été écrits ici. Mais aussi, et peut-être surtout l'essai A Room of One's Own, que l'on considère comme un jalon de la pensée féministe. En fait, cette maison me semble être l'incarnation même de cette chambre à soi, là où Virginia Woolf a pu trouver la liberté de s'exprimer que beaucoup cherchent encore aujourd'hui. En quittant Monk's House, la dame qui y habite m'invite, comme le faisait Virginia avec ses invités, à cueillir une pomme dans le jardin. Ainsi, de Monk's House, je retire deux choses. D'abord, une pomme, mais surtout, une expérience intimiste avec une des autrices qui aura le plus marqué ma vie de lecteur. See you, Virginia. On arrive déjà bientôt à la fin de ce voyage. Je me déplace encore, cette fois vers celui que certains considèrent comme le plus grand de tous, William Shakespeare. Quand j'arrive à Stratford-upon-Avon, Shakespeare est partout. Là, là, là et encore là. Mais surtout, là, devant cette maison qui a vu naître le mythe. Malheureusement, cette fois, je ne peux pas vous en montrer l'intérieur. Mais je vous laisse imaginer cette cheminée, face à laquelle je suis resté longtemps, et où Shakespeare, the infant, mewling and puking in a nurse's arms, a crié pour la première fois. Au fond, ce manque d'image ne change pas grand-chose, car c'est toute la ville que Shakespeare habite. J'ai ainsi pu passer par l'école où il a étudié, et me suis retrouvé à recevoir un cours particulier d'un professeur du XVIe siècle, et j'ai même pu le jouer moi-même. Ce moment prend une résonance particulière. Moi qui ai étudié Shakespeare à l'université, et qui ai aujourd'hui la chance de l'enseigner, la boucle est presque bouclée. Mais c'est peut-être surtout par son théâtre, toujours joué, transformé, réinventé, que Shakespeare habite Stratford-upon-Avon. En visitant le théâtre de la ville, j'ai pu admirer un First Folio. Derrière la vitre, à quelques centimètres de moi, cet objet-livre que je ne pouvais ni toucher ni feuilleter, mais dont je pouvais sentir l'importance au plus profond de moi. Surtout, ce soir-là, j'ai vu une pièce, Fatham, une adaptation contemporaine d'Hamlet, qui m'a rappelé que Shakespeare est et sera toujours d'actualité. Au cours d'une soirée, je suis donc retourné à la fiction. Moi qui, tout au long de ce voyage,
et peut-être trop cherché à passer du côté du réel. Avant de quitter Stratford-upon-Avon, je prends le temps de me rendre à la dernière demeure de celui que je suis venu rencontrer. À la Holy Trinity Church, je m'arrête et rends hommage à celui qu'on ne fait que réécrire. Presque naturellement, une phrase d'Hamlet me revient. Adieu, 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 remember me. Adieu, Shakespeare. En quittant Stratford-upon-Avon pour Haworth, là où les Brontë m'attendent, je commence à réaliser que la fin du voyage approche. Quand j'arrive à Haworth, je prends donc le temps de respirer l'air, loin d'être comparable à celui pollué que les Brontë ont malheureusement connu à leur époque. Le lendemain, je me rends donc à la dernière maison sur ma liste, le presbytère des Brontë. C'est ici qu'Emily, Anne et Charlotte ont respectivement écrit Wuthering Heights, The Tenant of Wildfell Hall et Jane Eyre, œuvre ô combien importante pour moi. Ici, l'ambiance est paradoxale. D'un côté, je sens avec bonheur la pulsion créatrice, particulièrement dans cette chambre familiale, où Charlotte, Emily et Anne lisaient, écrivaient et collaboraient autour de cette table. On aperçoit même ici un petit E qu'Emily aurait gravé dans le bois. Mais de l'autre côté, c'est la tragédie familiale que je ressens aussi, surtout quand on sait que cette même Emily aurait rendu son dernier souffle, bien trop tôt, sur ce sofa, sûrement emporté par la tuberculose. En montant à l'étage et en découvrant les différentes chambres, je souris tout de même. Je vois ici une reproduction d'un de ces soldats en bois qui aurait lancé l'étincelle créatrice de ses enfants, qui, à la recherche d'évasion, ont commencé à inventer des histoires et des mondes pour ces petits jouets avant de les mettre sur papier. Je passe dans la chambre de Charlotte Brontë et me rends compte que je n'ai jamais été aussi proche d'elle, sauf peut-être justement lorsque je lis ses textes. Mais encore une fois, je me fais rattraper par la tragédie. C'est dans cette même chambre qu'elle nous a quittés dans des conditions difficiles. En passant par le studio recréé de Branwell, le frère Brontë tragiquement disparu que je ne veux pas oublier, je trouve un chaos à la fois artistique et dramatique qui résonne avec mon ressenti sur place. Dans ce grand tour, à force d'avoir trop voulu passer du côté de la vie de ces auteurs et autrices, je me suis fait rattraper par la question de la disparition, qui la définit pourtant aussi. Je quitte alors la maison, dans l'espoir de retrouver une pulsion de vie en marchant sur les pas des Brontë. Direction les Brontë Waterfalls, là où les sœurs aimaient se rendre. Mais les conditions météorologiques n'étaient pas du tout de mon côté. C'est aussi ça les Landes, un paysage mythique et changeant qu'on retrouve sans cesse dans les textes des Brontë. J'arrive enfin sur ce lieu de mémoire et m'installe sur ce rocher, en forme de chaise, sur lequel, selon la légende, Charlotte Brontë aimait écrire. Entouré par la nature, je retrouve cette soif de vie que j'ai connue dans les fictions des sœurs Brontë et je repasse une dernière fois, apaisé, devant leur maison pour leur faire mes adieux. Ce voyage prend fin. Je pose mes bagages à Londres avant de retourner en Belgique. Et comme si cette histoire refusait de se terminer, j'apprends que Virginia Woolf a habité là où se tient mon hôtel aujourd'hui. Un détail, ou peut-être une dernière présence. À Londres, quelque chose change. Après avoir autant joué avec la frontière entre fiction et réalité, je ressens le besoin d'un retour à la fiction. Alors, comme pour conclure ou ouvrir ce voyage, je décide de continuer ma visite de maison. Simplement, cette fois, en passant vers des maisons de fiction. Je passe donc au St. Martin's Theatre, cette grande maison où The Mousetrap d'Agatha Christie se joue. Encore, toujours, comme si certaines histoires refusaient de mourir. Plus tard, je retrouve autrement William Shakespeare, cette fois au Globe Theatre. Ce soir-là, je découvre enfin Twelfth Night, sur scène, moi qui l'ai étudié dans le détail en 2e année de bachelier. Encore une fois, la boucle est bouclée. Enfin, c'est à Sherlock Holmes que je rends visite. Ici, pas d'histoire de fiction qui imiterait le réel. Là, elle s'y installe, complètement. En terminant ce grand tour, je comprends enfin quelque chose. Ce que j'ai vécu, ce n'était pas simplement un voyage. C'était aussi une lecture. Une lecture des œuvres, sans lesquelles rien de tout cela n'aurait existé. Une lecture de ces maisons, devenues des textes à part entière. Une lecture de ces vies,
qui les ont habités, et peut-être aussi une lecture de ma propre vie, ou une tentative de l'écrire. Ce voyage s'arrête ici, mais la lecture, elle, continue.